à toutes et à tous. Dans cette nouvelle émission, vous êtes sur Souverain.fr dans les débats citoyens. Souverain est le nouveau média impertinent traitant de la souveraineté de l'UE et d'autres joyeusetés. C'est le deuxième épisode des débats citoyens. Je rappelle le concept qui est simple. Deux participants qui s'opposent et débattent sur un thème choisi par la rédaction. On donne la parole à la base, c'est-à-dire à vous tous, à nous les citoyens. Aujourd'hui, on va parler de politique intérieure et notamment des forces politiques d'opposition à la France de Macron. Le président de la République gouverne le bateau France sans trop de remous jusqu'à maintenant, avec des partis d'opposition désorganisés, aphones ou même parfois absents dans les grands médias. Avec nous pour en parler, deux citoyens de choix, Demos Kratos et Mardonius, qui vont se présenter. Mais avant, je vais vous poser une petite question rapide avant que vous vous présentiez. Pourquoi êtes-vous contre la politique de Macron ? Alors, Demos, s'il te plaît, tu peux répondre. Alors, pourquoi je suis contre la politique de Macron? Donc déjà, je pense qu'il est important de clarifier politique économique et sociale. Au niveau de la politique sociale, j'ai moins de problèmes avec la politique de Macron parce qu'il est assez ouvert sur la question mariage pour tous, etc. Ça va, c'est pas un conservateur, on va dire, social, quoique on pourrait le définir comme ça sur certains autres points. Moi, c'est plus la partie économique où je n'adhère pas du tout en fait à son analyse de la situation actuelle et aux solutions qu'il propose, c'est-à-dire dérégulation des marchés, qu'il privilégie la finance, qu'il soit sur une orientation libérale tout simplement. Je suis beaucoup plus sur une orientation anarcho-communiste et lui libéral, donc on va dire que sur le point de vue économique, il y a déjà un grand écart entre sa vision et la mienne, quoi. Ok, et en deux mots, alors, tu te situes sur quelle tendance politique ? Alors, la tendance politique, on va dire qu'elle est plutôt... Moi, je me dis anarcho-communiste parce que c'est un mélange d'anarchisme et de communisme, quoi, comme son nom l'indique. Mais après, pendant les élections présidentielles, j'étais avec la France insoumise parce que je trouvais que c'était un des programmes qui m'intéressait le plus, notamment sur tout ce qui était question animale. Ok, bon bah Mardonius, tu peux te présenter et répondre pourquoi justement tu es contre aussi la politique de Macron, s'il te plaît. Alors moi je suis contre la politique de Macron parce que tout simplement la politique de Macron ne sert absolument pas à l'intérêt des Français ni l'intérêt supérieur de la France. C'est une politique, alors bon là je vais rejoindre ce que disait Demos Kratos, oui c'est une politique clairement qui sert les marchés financiers, la finance internationale et les Français n'ont pas grand chose à en retirer de ce genre de politique. Donc je pense que n'importe quelle personne un peu saine et comprenant un peu les mécanismes supracommunautaires et mondiaux comprend que il faut être contre la politique de Macron aujourd'hui. Alors quant à ma sensibilité politique, je suis plutôt, je viens de la gauche, hein, je suis plutôt assez soucieux des questions sociales et sociétales, mais je me considère comme quelqu'un capable d'adopter n'importe quel parti politique à partir du moment où celui-ci va servir l'intérêt des Français et de la France. Ok, bah super, on va pouvoir commencer on va pouvoir rentrer dans le vif du débat. Donc les forces d'opposition face à la France de Macron. Alors je vais vous poser une première question plutôt simple, mais qui va permettre justement de définir un petit peu de ce dont on va parler. Tout simplement, quelles sont les forces d'opposition à Macron en 2018 Demos Kratos. Eh bien, sur les forces d'opposition, je pense qu'on peut déterminer déjà les forces d'opposition partisanes. Donc, on a bien évidemment la France insoumise, l'UPR, le PS dans une moindre mesure, le FN aussi dans une moindre mesure actuellement. Mais les Républicains qui, eux, sont encore en train de se rechercher. Mais on va dire, en fait, globalement, tous les partis politiques s'opposent pas mal à En Marche. Pas tellement d'ailleurs sur le point de vue idéologique, mais plutôt parce qu'En Marche leur donne jamais la parole. Parce que les Républicains pourraient très bien s'entendre avec En Marche sur plein de points, mais En Marche ne laissant même pas la possibilité aux Républicains de proposer des amendements au Parlement, et ben les Républicains sont un peu en opposition à En Marche, alors qu'ils pourraient très bien s'allier. Mais voilà, ça c'est un peu de la faute de la stratégie d'En Marche. Mais après, il faut voir que l'opposition, elle n'est pas uniquement partisane, elle est aussi de la société civile, qui, elle, s'est beaucoup organisée depuis ces 10 dernières années, notamment au point de vue de la société civile
de protection de l'environnement, on va dire, les activistes écologistes, qui sont qui sont, je pense, la plus grande opposition à la politique d'Emmanuel Macron et à En Marche en général, parce que ils ont un discours qu'ils ont construit sur très longtemps, qui est fondé scientifiquement même, et qui amène vraiment une critique et propose des alternatives. Donc je pense que l'opposition, voilà, elle est en fait globalement dans toute la société, et qu'on est vraiment en plus à une époque de changement de paradigme, et où, je l'espère, l'opposition deviendra bientôt le nouveau système. Donc on arrive au point critique où l'opposition est tellement grande et tellement puissante que dans quelques temps elle prendra le pouvoir, et ça changera de paradigme. Alors Mardonius, tu veux réagir à ça, rajouter quelque chose? Oui, alors je suis partiellement d'accord, mais je vais quand même tendre vers la position de Demos Kratos. Alors effectivement, si on analyse l'opposition en termes de partis, et qu'on regarde la composition de l'Assemblée nationale, il suffit d'un diagramme, d'un demi-camembert pour s'en rendre compte, qu'il n'y a en termes législatifs aucune opposition possible à la politique de Macron. D'un point de vue législatif, il n'y en a pas. Ça, ce n'est pas possible. Donc de toute façon, s'opposer à Macron politiquement, aujourd'hui, n'a pas de valeur. Mais d'un autre côté, je voudrais donc juste rappeler une citation de Madame Reding, la vice-présidente de la Commission européenne, qui rappelle bien qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale et qu'aujourd'hui, il n'y a que des politiques communes supranationales. Ce qui veut dire qu'en fait, s'opposer à Macron est inutile, puisqu'il faut s'opposer à ce qui est plus haut. Donc pour moi, n'importe qui potentiellement est un opposant à Macron à partir du moment où il tape plus haut et qui s'oppose à ce qui est en amont de Macron, c'est-à-dire les GOP, les grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne, et dans l'ensemble, la construction européenne, l'Union européenne, l'euro, et tout ce qui va avec. Alors du coup, on fait quoi? On baisse les bras? Est-ce que ces forces d'opposition doivent attendre la prochaine échéance électorale de 2022, la présidentielle, ou alors est-ce qu'il n'y a pas des ponts à jeter ou des convergences entre les forces d'opposition au gouvernement actuel? Demos Kratos. Mais je pense, du coup, pour reprendre ce que dit Mardonius, je suis plutôt d'accord sur le problème de souveraineté que pose l'Union européenne. C'est pour ça que j'aime bien taquiner un peu l'UPR, parce que j'aime bien ce qu'ils disent, mais du coup, ils se font beaucoup taper dessus. Donc, ça montre bien que dans la société actuelle, la question de l'Union européenne est encore très fragile. On n'ose pas trop en parler. Oui, c'est un discours qui dérange sur l'Union européenne, Antoine dit. Comment dire ça? Effectivement, aujourd'hui, la société civile, elle a compris, je pense, l'impact de l'Union européenne, et c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'eurosceptiques. Et pas seulement dans les partis d'opposition, d'ailleurs moins dans les partis et plus dans la société civile. On se rend compte que finalement les partisans du PS, par exemple, restent pro-européens, alors qu'au contraire, des citoyens lambda qui pourraient être un peu sympathisants PS, eux, sont plus eurosceptiques. Comme s'il y avait finalement une élite politique qui, elle, était restée attachée à l'Union européenne, et un peuple moins politisé, ou je dirais moins partisan, moins dans des partis, qui lui devient de plus en plus eurosceptique et eurocritique, et comprend que il faut retrouver notre souveraineté pour mettre en place nos solutions. Je dirais pas de véritables solutions, parce qu'il y en a aussi au niveau de l'Union européenne, sauf que c'est des solutions qui sont moins bien applicables, moins démocratiques. Ok, donc alors toi du coup la convergence qu'il pourrait y avoir entre les forces d'opposition au gouvernement actuel, ce serait déjà le combat contre l'Union européenne. Mardonius, est-ce que tu vois des convergences, des ponts à jeter entre les forces d'opposition? Oui, alors j'en vois beaucoup même. En fait, je pense que ça c'est la question, la clé de ce débat d'aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, on continue à faire de la politique en France sur une opposition classique droite-gauche. Et je pense que les meilleures convergences possibles entre les forces d'opposition au gouvernement actuel, c'est justement de ramener le débat politique plutôt sur une ligne Frexit ou européiste. Oui. Et là, ça permettrait déjà de rassembler plus de gens, puisqu'on mettrait de côté un peu nos divergences économiques, sociales, sociétales, provisoirement de côté, afin de se concentrer sur un élément majeur qui est recouvrer les leviers démocratiques et
et donc avoir des convergences méthodologiques pour rééduquer le peuple. Alors pas dans un sens négatif, hein, je dis pas que le peuple est stupide, mais ce que je veux dire, refaire prendre conscience au peuple, aux électeurs, aux citoyens, qu'ils ont été privés de leur levier démocratique sur les décisions importantes de la gestion de notre pays. Donc là, je pense qu'on a des grandes convergences à faire, à droite comme à gauche, comme au centre, sur ces questions-là, mais encore une fois, en oubliant et en mettant de côté ce clivage gauche-droite. Alors justement, donc ces convergences, c'est un petit peu la clé de voûte, je pense, des forces d'opposition. Est-ce que vous voyez justement des personnalités prêtes à parler entre elles, à former des alliances peut-être, Demos, Kratos? Bah, Après, le problème, je pense, principal, c'est que chaque parti a forcément un programme qui tend à changer l'ensemble de la société. On a, chaque parti a plusieurs finalement sujets. Et le problème de la convergence au niveau partisan, enfin au niveau des partis, c'est que même si plusieurs partis seront d'accord, ok, sur la critique de l'Union européenne, voire même sur le Frexit, eh bien sur le reste des sujets, ce sera pas du tout pareil. C'est-à-dire que autant Debout la France va être eurosceptique, autant faire une alliance France Insoumise Debout la France, ça va être très compliqué parce que sur d'autres questions, ils sont moins avancés, par exemple sur l'environnement ou sur des questions économiques tout simplement ou sociales. Enfin, c'est pareil pour l'UPR. En fait, je pense que dire que tous les partis devraient s'allier autour de la question européenne et tous les partis qui ont une critique de l'Union européenne devraient s'allier pour quitter l'Union européenne. Je pense que ce sera pas possible parce que les partis laisseront pas 90% de leur programme de côté pour s'allier sur un point qui est l'Union européenne. C'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt penser ça au niveau des citoyens eux-mêmes. Les citoyens sont beaucoup plus enclins à dire je m'allie à d'autres citoyens sur la question de l'Union européenne et je fais pression pour qu'il y ait un référendum et qu'on vote, plutôt que de dire on se met tous ensemble pour voter pour un président qui ensuite aura que ce programme de l'Union européenne, parce que je le vois moi par exemple, j'ai beaucoup d'amis à l'UPR avec qui je m'entends très bien sur les questions européennes, avec qui je m'entends moins bien sur d'autres questions, mais du coup c'est simple de s'entendre avec eux sur la question européenne. Alors que si maintenant on prenait Mélenchon et Asselineau, ils s'entendraient peut-être un petit peu sur certains points européens, mais déjà ils seraient obligés de dire qu'ils s'entendent pas parce que lors d'une élection il faut se différencier pour attirer des électeurs, donc il faut pas chercher les points de convergence, sinon on perd des électeurs. Et voilà. Donc en résumé, je pense qu'il faut chercher plutôt la convergence au niveau citoyen qu'au niveau des partis. Alors, est-ce qu'elle serait pas là, justement, la solution? Justement, on parle depuis tout à l'heure des forces d'opposition politique, donc en gros les partis politiques. Est-ce que la solution viendrait pas justement de la base ou de la société civile, comme tu viens de parler, notamment par des moyens politiques plus efficaces, des référendums, des pétitions peut-être, déjà pour tester un petit peu l'opinion publique. Et quid d'un référendum, par exemple, sur un sujet capital tel que le Frexit, Mardonius? Ah oui, je voudrais juste réagir quand même à ce qu'a dit Demos Kratos, avec lequel je suis partiellement d'accord. Alors effectivement, je pense que les convergences viendront d'en bas, pas d'en haut, pour les raisons que tu as citées, notamment. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que depuis, que je me dise pas de bêtises, attendez, 80, 88, 95, 90, pardon, depuis la réforme du septennat en quinquennat, on a eu une convergence des programmes présidentiels et législatifs. Et la majorité de nos divergences relèvent du législatif. Or, comme on l'a fait remarquer, aujourd'hui, les programmes législatifs sont paralysés par le supranational, donc par la Commission européenne, par la structure de l'Union européenne. Donc, convergence possible, il n'y a qu'au niveau d'un programme présidentiel et pas d'un programme législatif, puisque de toute façon, quel que soit le programme législatif, il est inapplicable. Donc voilà. Alors pour répondre à la deuxième partie de la question, manifestation, grève, pétition pour les. Oui, alors là, je pense qu'il y a des outils politiques contre Macron, et je pense que là, les citoyens ont un grand rôle à jouer dedans. C'est que quand ils vont manifester, quand ils font des grèves, etc. Par exemple, s'il y a une grève parce qu'il y a une délocalisation, au lieu de faire une manifestation contre l'entreprise qui va délocaliser, il faut faire une manifestation contre l'article 63 du TFUE. En fait, je pense qu'il faut manifester contre
ce qui se passe à Bruxelles et pas contre ce qui se passe directement en France. C'est un peu comme un médecin qui essaye de traiter la fièvre au lieu de traiter le virus. Il faut s'attaquer donc aux causes plutôt qu'aux conséquences, en fait. Voilà, tout à fait. Demos, tu veux réagir là-dessus, sur les moyens politiques pour contrer efficacement justement Macron? Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que s'attaquer aux causes, ça demande souvent, je dirais, un niveau politique élevé, enfin pour comprendre que toutes les causes viennent de l'Union européenne, enfin pas toutes, mais que genre l'Union européenne émet une bonne partie des causes de la crise actuelle. C'est pas tout le monde qui peut comprendre quand il y a une délocalisation que directement c'est l'Union européenne. Donc je sais pas si c'est vraiment pertinent de dire qu'à chaque grève, etc., il faudrait crier que c'est l'article 63 du TFUE, etc., parce que c'est vraiment trop juridique et trop abstrait, je pense, pour des manifestations locales où c'est beaucoup plus puissant, je pense, de se combattre contre une délocalisation que de dire c'est l'Union européenne. Le problème est du coup trop loin et on a l'impression qu'on peut moins agir dessus. Je pense qu'au contraire, c'est plus une information généralisée qu'on doit faire à la population pour lui expliquer le rôle de l'Union européenne et son pouvoir, et qu'ensuite, comme ça a été le cas en Angleterre, que la population dise on n'est pas forcément contre l'Union européenne, on veut juste qu'on nous demande notre avis. Parce que il y aura des gens qui seront pour et qui auront peur d'un référendum parce que dans le référendum, il y a la possibilité du non. Mais c'est pour ça qu'il faut, je pense, axer non pas sur l'Union européenne, c'est les grands méchants, etc. Il faut un référendum pour le quitter, mais dire l'Union européenne a beaucoup de pouvoir, c'est le centre de décision. Si on était dans une démocratie, on devrait pouvoir donner notre avis sur ça. Donc, on veut un référendum pour dire si on veut rester ou non, et que ce soit une décision réellement prise par le peuple, parce que ça a jamais été fait avant, ou du moins quand ça a été fait, le peuple a dit non. Mais bon, autant retenter une deuxième fois le référendum. Mais du coup, voilà, je pense que c'est plutôt une pression généralisée qu'il faut faire sur le président quel qu'il soit. Parce que Cameron à la base n'était pas un eurosceptique, hein, il a proposé ça pour se faire réélire et il pensait que les gens allaient voter de rester dans l'Union européenne et finalement les Anglais ont voté de quitter. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment insister sur le caractère démocratique du référendum et de dire si les gens répondent oui à ce référendum, ça pourra permettre de développer plus l'Union européenne. Donc ce serait bien quand même un référendum, même pour les pro-européens. Alors oui, franchement, un référendum sur un Frexit, ça permet justement de mettre de côté un petit peu les partis politiques. Ça transcende un petit peu le combat politique. Pourquoi est-ce que la France Insoumise ou l'UPR ne milite pas dans ce sens-là, Mardonius? Alors ça, je ne sais pas, parce que je pense déjà que le problème d'un référendum, personne n'est sans savoir que la formulation de la question a une grande importance sur la tenue du référendum. Et il faut savoir que si on voulait quitter l'Union européenne, donc organiser un référendum sur un Frexit, ça part aussi de l'idée qu'il faut organiser un référendum sur une réforme constitutionnelle, puisque la participation de la France à l'Union européenne est encadrée dans la Constitution. Donc ça implique beaucoup de choses, un référendum sur le Frexit. Donc ça serait un référendum complexe, une réforme constitutionnelle notamment. En revanche, effectivement, là où je suis un peu en désaccord avec Demos Kratos, c'est que moi je pense que du coup, pointer toujours au niveau national les ennemis, c'est des tigres de papier, et qu'en fait il faut quand même pas oublier que si on mettait plus en avant dans les manifestations, dans les grèves, les choses comme ça, justement, que les causes sont en amont, ça permettrait aussi peut-être aux gens de prendre conscience, de se renseigner, de se réinformer, et peut-être de reprendre intérêt à la politique en comprenant un peu mieux les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'il leur favoriserait peut-être le choix ou non dans l'éventualité d'un Frexit. En revanche, je suis d'accord, il faudrait une réforme sur le Frexit, mais je suis pas sûr que ça soit En Marche qui doive rédiger la question. Alors, toi, tu reproches, Mardonius, un petit peu à la France Insoumise de ne pas pointer directement l'Union européenne. Quoique la France Insoumise en a parlé longtemps pendant la présidentielle de 2017. Même Mélenchon a même dit qu'il fallait sortir des traités européens. Demos Kratos.
Alors, on rentre dans le sujet un peu clash entre l'UPR et la France Insoumise sur la question de l'Union européenne. Moi, je voudrais juste dire que, effectivement, comme le disait Mardonius, la question qui sera posée lors du référendum est très importante. Et c'est bien pour ça qu'il faut réfléchir peut-être à une autre solution, qui est celle de dire ce n'est pas le président qui doit proposer le référendum, mais que le président doit s'engager à enfin mettre en application le référendum d'initiative citoyenne, ou du moins de développer un véritable référendum d'initiative populaire, et que via le référendum d'initiative populaire, le peuple demande lui-même, crée lui-même sa propre question pour le référendum, pour sortir de l'Union européenne, ou rester dedans, ou changer, ou enfin voilà, chercher un référendum plus complexe qu'une bête question, oui ou non. Après, est-ce que tu peux me répéter rapidement la deuxième partie de ce que tu voulais savoir, Sovereign? Alors oui, c'était justement, en fait, Mardonius se reprochait un petit peu à la France Insoumise, enfin d'après ce que j'ai pu comprendre, son combat un petit peu trop centré justement sur les politiques nationales, alors que le combat, selon lui, serait un petit peu plus en amont, c'est-à-dire à Bruxelles. Oui, alors voilà, là je vais essayer de te faire un peu l'avocat de la France Insoumise, mais vu que la France Insoumise il y a une tête, mais il y a genre des militants qui ont des idées aussi variées les unes que les autres. Je pense que la stratégie de la France Insoumise, ou celle du moins que je comprends moi, je sais pas ça s'interprète, hein, c'est de dire que l'Union européenne c'est pas des méchants. C'est-à-dire que c'est pas comme dans un film où vous avez les méchants bien identifiés, il faut tuer le méchant et c'est fini. Il faut bien comprendre, selon donc le discours de la France Insoumise, que l'Union européenne a des pouvoirs législatifs, juridiques, qui permettent de contrôler plein d'aspects économiques et politiques, et que déjà de un, il le contrôle mal, que de deux, eh bien il le contrôle de manière non démocratique, donc il contrôle tous ses pouvoirs de manière démocratique, non démocratique. Et donc, qu'il faut remettre en cause l'Union européenne. Ils disent pas l'Union européenne est la cause de tous les problèmes, ce que je trouve pertinent, parce que c'est pas l'Union européenne qui est la cause de tout non plus. Mais effectivement, l'Union européenne, on doit se poser la question. Et c'est pour ça que je pense que dans le programme de la France Insoumise, c'est assez, je dirais pas flou, mais plus nuancé que à l'UPR, par exemple. C'est de dire, dans un premier temps, on va essayer de renégocier l'Union européenne. En fait, ça, c'est plutôt dire... dans un premier temps, on va vous montrer au peuple que c'est impossible de renégocier. C'est-à-dire que pour pas faire peur aux citoyens, la France Insoumise va dire regardez, on va essayer de négocier, tout en sachant, ça je le dis en connaissance de cause, parce que je connais bien beaucoup de personnes on va dire, dans la France Insoumise, tout en sachant bien que l'Union européenne, c'est impossible à renégocier, mais quand même, on part du principe qu'on va renégocier. On échoue, parce que bien évidemment, la renégociation est très complexe et quasi impossible au sein de l'Union européenne. Et à ce moment-là, on peut justifier d'en sortir. Alors que l'UPR qui, eux, disent directement qu'il faut en sortir, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui croient pas que la renégociation n'est pas possible. Alors ils sont en mode oui, mais on pourrait renégocier d'abord avant d'en sortir. C'est pour ça que la France Insoumise propose d'abord de renégocier, après d'en sortir. Mais après, sachant que dans le programme de la France Insoumise, il y a toute la question du référendum d'initiative populaire, de la nouvelle constituante qui mettra une nouvelle république. Finalement, ce qui est écrit dans le programme de la France Insoumise, c'est plus des indications qui pourront ou pas être mis en place par le nouveau gouvernement qui sera organisé par la nouvelle république. Donc pour conclure sur ça, je pense que il faut pas attendre qu'un jour un président dise ok, on a compris, l'Union européenne c'est les méchants, est-ce que vous voulez en sortir, et que tout le monde dise oui, on veut en sortir. Je pense qu'il faut plutôt chercher un moyen, soit détourné via référendum d'initiative populaire, référendum d'initiative citoyenne, ou alors oui, pression sur les pouvoirs pour qu'ils proposent un référendum, mais c'est aussi montrer à chaque fois qu'on peut les pouvoirs de l'Union européenne, pas que c'est les méchants, mais juste que géostratégiquement, enfin géopolitiquement, politiquement, économiquement, enfin dans tous les aspects de la vie de tous les jours, l'Union européenne a des pouvoirs qu'ils s'en servent. Voilà. Ok, merci. Mardonius, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire en réaction. Oui. Je sais pas par où commencer. Du coup, effectivement, l'approche de la France Insoumise est différente de la nôtre. Bon, moi, je tape pas non plus à
à boulet rouge sur la France insoumise. Hein. Je préfère l'approche de l'UPR. Pourquoi? Parce que justement l'approche de l'UPR donc justement est directe. On ne tourne pas autour du pot, on n'essaye pas de faire de façon détournée. On essaye vraiment d'informer les gens et qu'un bulletin UPR, ça soit un pur bulletin d'adhésion, pas un bulletin d'espoir fantasmé ou de rêverie. Quelqu'un qui vote pour l'UPR, il vote vraiment pour un programme dont il comprend les tenants et les aboutissants, il comprend les enjeux, il comprend la méthode. Le programme de l'UPR, c'est aussi un programme méthodologique de recouvrement de la démocratie, c'est-à-dire redonner à chaque citoyen sa place dans l'exercice du pouvoir et dans la démocratie. Pour revenir au référendum d'initiative populaire, alors si je ne dis pas de bêtises, il existe déjà en France. Le problème qu'il a, c'est qu'il est bloqué par Parlement. C'est-à-dire qu'il doit être approuvé par l'Assemblée nationale ou par le Sénat avant d'être mis en place. Donc ça sera très très dur de faire évoluer En Marche sur la question, je pense, par rapport au référendum qui est prévu, puisque si l'Assemblée nationale est toujours contrôlée par En Marche, ils ne laisseront jamais passer. Voilà. Et alors, il y a eu tellement de choses de dites, je ne sais plus sur quoi répondre. Donc moi, je pense vraiment qu'en fait, oui, la question européenne doit se régler au niveau du programme présidentiel, parce que je n'ai aucun espoir qu'un référendum d'initiative populaire aboutisse à ce sujet, même si j'aimerais bien que ça arrive, mais je pense pas que ça arrivera. Alors, si ça n'arrive jamais, qu'est-ce qu'on va faire cette année et au moins pour 2019 justement? En 2019, vous savez que les européennes, ce seront les prochaines élections. Qu'est-ce que vous attendez de cette échéance électorale pour le pays? Demos Kratos. Alors déjà, il faut savoir que les Français, bon là je parle pas au nom des Français, hein, je parle plutôt en politologue qui analyse, on va dire, les mouvements de foule. Les Français ne votent pas aux européennes pour des programmes européens, ils votent aux européennes pour des programmes nationaux. C'est-à-dire que le résultat aux européennes n'est pas du tout le reflet de ce que proposent les candidats pour l'Union européenne, mais le reflet de ce que proposent les candidats pour la France. Donc, comment on pourra analyser les résultats et le combat dans cette élection? C'est surtout de voir est-ce qu'En Marche a su convaincre la population de sa politique? Est-ce que la France insoumise arrivera à s'affirmer comme parti d'opposition? Enfin voilà, je pense que les élections européennes sont à analyser d'un point de vue de la politique nationale, parce que comme je l'ai dit, les gens votent pour le programme national, parce qu'ils connaissent le PS, ils connaissent la France insoumise, ils connaissent l'UPR, ils connaissent LR, enfin bref, ils connaissent les partis français, ils vont voter pour le programme qu'ils soutenaient à la présidentielle, mais ils voteront pas pour un programme européen, parce que globalement, c'est pas le centre d'intérêt principal qu'on a, quoi. Alors Mardonius, qu'est-ce que t'attends toi pour justement les élections européennes? C'est un petit peu une élection qui sert à rien au final? Bon, alors je vais faire mon UPRien, je suis désolé, je vais rappeler l'article 225 du TFUE qui prévoit le droit d'initiative législative du Parlement européen. C'est-à-dire que le Parlement européen, donc les députés que nous allons élire aux élections européennes, n'ont même pas le droit de proposer un texte de loi. Le seul droit d'initiative, c'est de demander à la Commission de soumettre une proposition. Donc, on en redonne le pouvoir à la Commission européenne. Et donc, finalement, on élit des députés qui ont juste le droit de dire oui ou non. Donc, en termes de contre-pouvoir à au Parlement européen, c'est infiniment ridicule. Les élections européennes, donc ce que j'en attends, c'est qu'on va pouvoir au moins mesurer l'évolution du paysage politique français, comme ça se fait toujours entre deux élections présidentielles, puisque maintenant les législatives sont en même temps que les présidentielles. Les européennes, généralement les régionales et les municipales permettent de voir un peu le paysage politique évoluer, et j'espère qu'à ce titre, on verra que les Français sont de plus en plus sensibilisés sur la question européenne. Voilà ce que j'attends. J'attends de voir, je l'espère, quand même, plus de votes sur des listes, pas forcément UPR, mais plus de votes sur des listes très eurocritiques, voire Frexit. Ok, très bien. Alors Demos Kratos, peut-être un mot pour finir? Oh, oui, j'aimerais bien citer en fait faire mon science piste et parler de
de Georges Tsébélis, qui est un politologue qui a travaillé sur la théorie des veto players, où il explique justement que dans le pouvoir, ce qui compte, c'est celui qui a le pouvoir d'initiative. Celui qui va proposer dans un premier temps les options, et pas celui qui ensuite va voter pour lesquels il préfère. Et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à croire que, par exemple, dans un régime parlementaire, c'est les parlementaires justement qui ont le pouvoir parce qu'ils votent les lois. En fait, c'est faux. C'est l'inverse toujours. C'est dans un régime parlementaire, c'est toujours en fait l'exécutif qui a le pouvoir parce que c'est lui qui a le pouvoir d'initiative. Le Parlement ne fait que voter. Et donc, dans l'Union européenne, c'est exactement la même chose. Comme tu l'as dit, Mardonius, c'est que l'initiative va à la Commission, qui n'est pas élue, qui est décidée qui est choisie par les gouvernements des 27 pays membres. Et donc, c'est globalement, on va dire, les gouvernements qui ont le pouvoir d'initiative. Donc, Macron, voilà. Enfin, Macron qui a choisi un commissaire qui décidera. Les parlementaires, donc les députés européens, n'ont que le pouvoir de choisir entre les différentes options, voire de proposer des petits amendements, mais ça reste à la marge. Donc, c'est vraiment très important, je pense, de comprendre que c'est le pouvoir d'initiative qui compte et pas le pouvoir de voter. Oui, non, choix numéro 1, choix numéro 2. Donc, voilà. Alors, Mardonius, c'est à toi de conclure, justement. On t'écoute. Alors du coup, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Demos Kratos, c'est ce que je soulignais justement. On a perdu énormément de droits d'initiative, pour pas dire tout, et qu'on est un petit peu, sans solution. Donc, pour conclure, moi, j'inviterai tous les auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à lire la Constitution de la Ve République, quand même, pour comprendre nos institutions. Essayer de comprendre les enjeux de chaque élection, la différence entre un programme présidentiel, un programme législatif, un programme régional, etc., et de ne pas se tromper lorsqu'ils votent entre les enjeux du scrutin et leurs aspirations personnelles. Donc j'invite tout le monde à lire plus, à se documenter plus, notamment sur les structures françaises, mais aussi sur les structures supra-communautaires, donc sur l'Union européenne. Alors bien sûr, je demande pas aux gens de lire le TFUE, sauf s'ils ont une grosse insomnie, mais voilà, de se renseigner plus et d'avoir une démarche plus critique et plus sûre lorsqu'ils vont déposer un bulletin dans l'urne. Voilà. Et je vous remercie de ce débat. Eh bien, merci Mardonius, merci Demos Kratos pour ce deuxième épisode qui touche à sa fin. Donc nous, on se retrouvera au mois d'avril pour le 3e épisode. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.